Après avoir mené des batailles idéologiques et pacifiques avec pour seul but d'arracher une indépendance au Cameroun, Ruben Oumniobé, le Podol, entendez le porte-parole, traqué par l'armée française, se fait finalement assassiner. Eh bien, il faut rappeler également qu'Oumniobé était à la tête de l'Union des populations du Cameroun, un parti politique. On va s'interroger dans cette émission, a-t-il réussi à impulser l'esprit indépendantiste aux Camerounais, notamment ceux de l'opposition? Quel héritage idéologique laisse-t-il au pays au drapeau tricolore 64 ans après son assassinat? On s'interroge sur ce plateau. Dans cette émission, on parlera également de la République centrafricaine et le projet enclenché par le président Faustin-Archange Touadéra en ce qui concerne bien sûr la réécriture de la Constitution, et on s'interroge sur les impacts que cela pourrait avoir pour la politique du pays. Des questions particulières seront posées dans cette émission et à ces questions répondra, n'est-ce pas, un panel bien ficelé. Il s'agit notamment du docteur Yam, déjà sur ce plateau. Il est économiste et panafricaniste engagé. Nous aurons également Jean-Baptiste Ketiateng, voilà, du parti Manidem, chapeauté par Anissé Kané. Nous aurons également sur ce plateau le professeur Nyaka Lagoke via notre connexion internet, bien sûr, puisqu'il est du côté de Washington. Il s'agit du consultant de cette émission. Et bien, pour planter le décor déjà sur le premier sujet, notamment celui qui nous renvoie à la mémoire d'un héros national, Ruben Oumniobé, on va tout simplement prendre quelques éléments avec la participation de la technique et on revient sur le plateau. Bienvenue dans cette édition nouvelle de Politoscope. Il suscite jusqu'aujourd'hui l'admiration. Ruben Oumniobé, surnommé le Podol, porte-parole. C'est que celui qui était l'un des premiers à revendiquer l'indépendance du pays camerounais portait au loin la voix des sans-voix. Secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun, UPC en abrégé, ses discours dénoncent le tribalisme instrumentalisé par les colons à cette époque, le pillage, la mauvaise vie dont est victime le peuple, mais surtout lutte pour l'indépendance. Au sein de l'ONU, lors des assemblées générales, il multiplie ses demandes d'accession à l'indépendance pour son pays, confiant que l'Organisation des Nations Unies pourrait faire pencher la balance au plus vite. Quelle leurre! À force de soulever l'éveil des consciences, il deviendra un homme à abattre. Le 13 septembre 1958, après l'avoir traqué, l'armée française s'empare de lui et l'exécute. L'histoire retiendra de lui que c'est un vaillant héros et pourtant, rien que ça dans les mémoires, vaguement. Mais comment comprendre l'oubli d'un combattant? Ouandie consort hante encore les esprits de tous ceux qui sont dans le sillage ojoulatiste. Le régime d'Aïdjo, après celui du Biya, c'est dans le sillage de la négation de l'upécisme qui a voulu la réunification et l'indépendance. La loi qui dit que ces noms ne sont plus bannis n'en fait pas des figures historiques qui doivent absolument être présents dans la vie quotidienne des Camerounais. J'ai même vu à Bessengue, il y a un superbe statut d'un certain homme d'affaires. Qu'est-ce que cet homme d'affaires a fait de plus que Oumniobé pour ce pays? Emmanuel Macron, président français en visite officielle fin juillet dernier au pays de Oumniobé, avait annoncé la création d'une commission d'historiens dans le but, je cite, de faire la lumière sur les crimes commis pendant la colonisation. Mais aujourd'hui, silence mouche sur l'avancée. La même promesse a été faite en Algérie lors de sa visite en août dernier. Je crois que Macron a envoyé une fin de non-recevoir parce que la déclaration de Hollande disant que les archives ont été ouvertes, je ne sais pas ce qu'elle a produit. Macron n'a fait que répéter cela. Le problème des exactions et du génocide dans notre pays par les forces d'occupation françaises, c'est un fait historique qui est incontestable. À partir des années 50, plusieurs historiens ont écrit dessus, plusieurs thèses, plusieurs études ont été faites à ce sujet, même pas nécessairement par des Camerounais. Donc, nous envoyons une commission technique déjà pour régler ce problème-là. Un problème politique entre le Cameroun et la France, c'est une fin de non-recevoir.
aucune indication précise n'a été faite sur cette fameuse commission qui la nomme, qui en feront partie. Ça ressemble beaucoup aux histoires de Montpellier. Il a convoqué soi-disant la jeunesse africaine. Le Cameroun commémore la vie d'une figure marquante de l'histoire du pays. Il s'agit d'un vif tour dans le passé sans plus, comme peuvent le souligner plus d'un. C'est que la génération de 2000 ne connaît pas cette partie de l'histoire et celle qui la précède l'a enfouie sous une pile de priorités. Disons que parler de Ruben Oumniobé aujourd'hui, c'est convoquer la figure historique qui incarne le mieux l'histoire du nationalisme camerounais dans la mémoire collective contemporaine. Je dirais davantage qu'il est considéré comme l'une des figures de proue du nationalisme camerounais, simplement parce que c'est à travers son engagement nationaliste que l'on a finalement abouti à l'indépendance du Cameroun, bien que cette indépendance soit considérée comme factice, mais il n'en demeure pas moins vrai que nous avons été indépendants. Et le Cameroun est d'ailleurs connu comme l'un des pays ayant bataillé, ayant mené des guerres de libération pour s'affranchir du colon. Et en cela, la figure principale, ou alors l'une des figures majeures de cette histoire du nationalisme, fut Ruben Oumniobé, dont l'apport dans la lutte de libération fut majeur. Vous vous rappelez de ces différents passages à l'ONU pour plaider la cause du Cameroun. Donc, en cela, il est évident que Ruben Oumniobé est une figure majeure de l'histoire du nationalisme camerounais. Je vous renvoie d'ailleurs à un ouvrage très intéressant d'Étienne Seignou sur l'histoire du nationalisme camerounais et notamment ses guerres de libération. Vous y verrez un certain nombre de détails et notamment l'apport de Ruben Oumniobé dans ce qui va finalement consacrer l'indépendance du Cameroun, bien qu'il faille, j'insiste là-dessus, mettre les guillemets à indépendance. De retour sur ce plateau de Politoscope, après ce qu'on pourrait appeler une mise en bouche. Merci à tous de nous recevoir chez vous et de nous regarder sur For You Télévision. Pour rappel, vous pouvez également nous suivre sur nos différentes pages Facebook et YouTube For You Media, en direct également de la 96.3 FM For You Radio. Eh bien, le panel est bien installé dans cette émission. Nous démarrons avec Monsieur Jean-Baptiste Ketiateng qui a reçu ce plateau. Bienvenue à vous et merci de participer à cette émission. Merci de m'accueillir et de nous avoir invités. Bonjour à tout le monde. Merci, bonjour. Le docteur Yam Timba est également sur ce plateau. Merci également à vous. On ne vous présente plus pratiquement. Écoutez, je ne sais pas, mais je suis content d'être là et j'ai souvent entendu parler de M. Ketiateng. C'est la première fois, je crois, que je le vois. Oui. J'espère que je vais apprendre beaucoup de choses sur le PC aujourd'hui. D'accord. C'est donc une belle rencontre. On espère en tout cas que nos différents auditeurs et également internautes, sans oublier téléspectateurs, apprendront beaucoup de nous sur ce plateau. Je n'oublierai pas le professeur Nyaka Lagoke qui est bien installé déjà avec nous depuis Washington. Bienvenue sur ce plateau. Bonjour Madame Begoudé Madame pour cette opportunité. Et donc c'est un plaisir d'être ici. Eh bien, on se tourne peut-être pour commencer cet échange vers M. Ketiateng, déjà, d'entrée de jeu. Lorsqu'on parle de Ruben Oumniobé, on parle d'une figure historique, on parle d'un héros national, on parle également de l'indépendantisme. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, lorsque vous regardez la situation politique du Cameroun, notamment au sein des partis politiques d'opposition, que cette idéologie longtemps portée et prônée par Ruben Oumniobé est également partagée? Non, pas du tout. Si les vues, la manière de procéder qui était l'éducation populaire, les vues étant l'indépendance radicale du Cameroun de Oumniobé était partagée par les partis qui sont dominants sur la scène, oui, notre pays ferait un bond de moins un siècle en avant. C'est parce que ces idées ne sont pas du tout partagées, elles sont combattues de diverses manières que le pays s'embourbe, recule. C'est aussi clair et aussi simple que cela. Et que dire du parti au pouvoir? Le parti au pouvoir est par excellence le parti qui combat les idées de Ruben Oumniobé.
de toutes sortes de façons, y compris par la ruse. On a pu encore le voir lors de ce 64e anniversaire. Oui. Donc, le parti au pouvoir est héritier et continuateur de ceux qui ont fait la guerre à Oumniobé, qui l'ont assassiné et qui ont installé un régime de dictature et antinational au pouvoir. Donc, il peut se contorsionner, il peut faire semblant de lâcher du lest, il peut faire semblant de reconnaître la part de Oumniobé dans l'édification de la nation, comme ils l'ont dit en 91. Mais fondamentalement, ils sont contre ce que Ouma fait. Totalement contre. Totalement contre. Ça, c'est le point de vue de M. Ketchaten. Alors, docteur Yam Timba, vous êtes un fin observateur de la politique et la situation post-coloniale du Cameroun et notamment de plusieurs pays africains. Aujourd'hui, on observe un fait suffisamment interpellateur. C'est l'opposition camerounaise qui tend toujours à aller rencontrer la France, par exemple, pour parler des situations politiques, pour parler des difficultés politiques ou même sociales que rencontre le Cameroun. Comment comprendre cela, justement, quand on parle d'un dépendantisme qui serait laissé par Oumniobé après son décès? Écoutez, je pense qu'il y a peut-être 2 ou 3 choses qu'il faut relever, tout d'abord. Oui, tout d'abord. La première chose, c'est dans quel camp on range ces partis, parce qu'après leur activité, on la comprendra mieux. Si on sait si ces gens-là sont pour l'indépendance du Cameroun, pour la souveraineté du Cameroun, pour la liberté des Camerounais, ou ils sont là pour autre chose. Il est clair et évident que lorsque vous avez la hauteur suffisante pour assimiler et vivre avec l'idée de liberté, il y a des actes que vous ne poserez jamais. Parce que l'idée de liberté, c'est comme un médicament. Ça vous soigne de quelque chose. Et lorsque vous êtes guéri, vous ne pouvez plus vous permettre, ou alors vous ne ressentez plus la même chose que lorsque vous étiez malade. Et vous ne pouvez donc plus vous retrouver dans certains lieux. C'est un peu comme dire à quelqu'un qui souffrait par exemple de tuberculose et qui est guéri finalement, et de lui dire d'aller encore se retrouver là où il y a des tuberculeux. Il ne le fera jamais, parce qu'il sait quelle est la douleur que l'on ressent à avoir de la tuberculose. Non, il ne le fera jamais. Donc à partir de là, vous cherchez à savoir quelle est la position des gens, quelle est leur vision politique, et est-ce qu'ils en ont même une, et quelle est la base à partir de laquelle ils structurent leur discours et finalement l'exécutent sous forme de programme ou de projet politique. Donc cette opposition a un problème de fond, et c'est un problème extrêmement grave parce qu'en fait on ne sait pas quels sont ses vrais objectifs. Si vous cherchez la liberté, c'est la liberté pour les citoyens. Si vous cherchez l'indépendance, c'est l'indépendance pour votre pays. Sauf que votre pays, lui, il est habité par les citoyens pour lesquels vous cherchez la liberté. Si vous vous battez pour la souveraineté de votre État, d'abord vous vous battez pour avoir un État, cet État-là, c'est pour qu'il soit indépendant et que cette indépendance garantisse la liberté des citoyens qui sont vos compatriotes. Et si vous avez cherché un État, ça veut dire que vous allez chercher à ce que cet État soit souverain. Et la souveraineté rejoint donc la nature profonde de ce que c'est qu'un peuple. Un peuple est souverain. Donc, quand on a mis cela en place, la question que l'on se pose, c'est comment on fait pour que se réalisent ces 4 éléments. Mais ils ne se réalisent que lorsque vous discutez, vous échangez avec votre peuple. Lorsque le discours que vous tenez est issu du peuple, est la synthèse des attentes, des aspirations, des rêves, des idéaux du peuple. Malheureusement, le discours que nous entendons bien souvent n'est pas tout à fait celui-là. Et c'est pour ça que Oumniobé n'avait de cesse de dire que c'est un texte qu'il écrit en mars 57 et qui s'appelle du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et dans lequel il va définir un concept particulièrement révolutionnaire qu'on appelle le nationalisme révolutionnaire.
qui sera repris plus tard par beaucoup d'autres leaders. Eh bien, vous devez vous fonder sur la nation, sur l'idée qu'il y a un peuple qui a des attentes. Et vous n'êtes justement que celui qui porte la parole de ce peuple-là. Et ce n'est pas votre discours, ce n'est pas que vous êtes un messie, une sorte de génie, un type tellement supérieur aux autres que finalement, ils leur disent ce qu'ils ont à faire. Non, vous êtes juste un homme comme tout le monde, quelqu'un qui est dans le peuple et qui porte la parole du peuple. Voilà ce que Oumniobé était. Et voilà ce que, quand il est parti, Mumia est devenu, voilà ce que Wandja est devenu, et qui leur a permis, ils ont synthétisé ça dans un très petit opuscule qui s'appelle La science de la révolution. Et vous trouverez là-dedans l'attitude, ce que ces personnes, ces leaders-là, essayaient de faire passer comme message, à savoir que nous n'avons pas la négociation que nous menons avec les puissances ou avec l'ONU ou avec les organisations internationales, n'est pas une négociation pour nous. C'est une négociation où ce sont des interactions qui ont pour but de relayer, le mot est extrêmement important, relayer les attentes de notre peuple. Et si ce n'est pas pour écouter ce que dit notre peuple, alors tous ces interlocuteurs n'ont aucun intérêt pour eux. Voilà le discours que ces gens-là tiennent. Et voilà la raison pour laquelle s'opposer à eux, ce qu'un très brillant intellectuel camerounais, Janvier Onana, appelle les indigènes évolués, qui ont donc fait le deal avec ces gens. Et j'ai parfois le sentiment que la plupart de ces copinages que je vois aujourd'hui ressemblent curieusement à ce qu'on observait dans les années 50. C'est-à-dire qu'un groupe de personnes qui frayaient avec le colonisateur, avec le tuteur nommé par l'ONU, d'un côté comme de l'autre du Cameroun, et qui, en réalité, ne se souciaient que très peu de ce que voulait ou de ce qu'attendait ou de ce que pensait le peuple. Donc, comment ça s'est terminé? Par le fait que ce pays a une pseudo-indépendance. Demandez à la plupart des Camerounais, parce qu'être indépendant, ce n'est pas seulement dire le mot. Demandez à la plupart de ces gens qui dirigent ce pays, s'ils sont capables. Depuis 2002, ils cherchent 15 000 milliards pour faire le chemin de fer pour aller à N'Djamena, à Bangui, etc. Demandez-leur s'ils peuvent prendre la décision de le faire. C'est ça qu'on appelle être indépendant. Donc je fais ce que je veux faire. Demandez à ces gens, je sors par là, demandez à ces gens si ils ont aujourd'hui, quand ils disent nous avons la monnaie, demandez-leur s'ils ont la capacité de dire demain on augmente les salaires des Camerounais, si c'est eux qui prennent cette décision-là. Ils ne peuvent pas. C'est ça qui montre qu'au fond, Oumniobé et ses compagnons sont beaucoup plus actuels qu'on ne le croit. Et la demande de telles figures qui vont donc pouvoir porter la parole du peuple est d'autant plus importante aujourd'hui qu'on a le sentiment qu'à la place de l'eau, certains proposent du sable au peuple et il est prêt parfois au moins à regarder. Alors on va accueillir Serge Sport Matomba, qui est le premier secrétaire du Peuple Uni pour la rénovation sociale. Eh bien, on va l'accueillir de but en blanc. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Directement, la question vous sera donc posée. Aujourd'hui, parti politique d'opposition, est-ce que vous pensez réellement que ceci s'aligne avec la volonté, mais également l'envie, le dévouement et la conviction, devrais-je dire, de Ruben Oumniobé, qui rêvassait d'une indépendance libre au Cameroun? Merci déjà de m'accueillir sur votre illustre plateau. Je profite d'ailleurs pour saluer mes copanélistes. J'ai écouté avec beaucoup d'attention le brillant docteur Yam. J'ai aussi écouté en arrivant sur votre plateau l'intervention de Monsieur Ketchaten, que je salue. Je profite pour saluer les millions de téléspectateurs que vous avez. Je voudrais, pour répondre à votre question, vous dire tout de suite que nous sommes, n'est-ce pas, les produits, si vous voulez, de cette lutte qu'a menée Ruben Oumniobé et bien d'autres. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que si ces derniers se réveillaient aujourd'hui de l'endroit où ils sont et voyaient le pays ou les pays pour lesquels ils se sont battus se comporter de la sorte, ils accepteraient volontiers, n'est-ce pas, de façon volontaire, de remourir, c'est-à-dire de partir, parce qu'ils se diront tout de suite, ce n'est pas pour ces pays que nous sommes battus, ce n'est pas pour ce type d'indépendance que nous nous sommes battus. Malheureusement, vous savez, la réalité a ceci
d'incroyable. L'histoire est un levier sur lequel on s'appuie pour construire le présent et préparer le futur. Mais si vous vous arrangez continuellement à effacer l'histoire, ça veut dire que vous n'avez aucune base sur laquelle vous vous posez. Et ce qui se passe généralement dans nos États, vous allez remarquer, ce n'est pas les dires de Serge Espoir Matomba qui, n'est-ce pas, vous feront croire à quelque chose qui n'existe pas. Si vous remarquez dans nos sociétés, tous ceux-là qui se sont battus pour les véritables révolutions, non, peut-être pas le mot révolution, pour les véritables indépendances de nos pays, sont pratiquement effacés de l'histoire. Et lorsque vous réussissez, n'est-ce pas, à effacer ces derniers de l'histoire, en fait, vous dites aux générations présentes, vous n'avez aucun socle sur lequel vous appuyez. Vous dites aux générations présentes, conformez-vous à ce qui se passe, parce que retenez ceci, madame. Ceux aujourd'hui qui dirigent nos différents États sont pour la plupart des produits de la colonisation, c'est-à-dire des néocolons, des produits, c'est-à-dire ceux-là qui ont hérité du pouvoir colonial, pas du pouvoir de lutte contre l'indépendance. Vous allez voir que la plupart, n'est-ce pas, des acteurs comme Ruben Umniobe et bien d'autres, qui se sont battus pour l'indépendance, qui sont généralement morts sans arriver au pouvoir pour certains, d'autres qui sont plusieurs anonymes qui ont disparu, n'ont jamais été honorés à juste titre. Vous allez prenez nos livres d'histoire, vous allez voir que ces derniers ne sont pas honorés à juste titre. Allez-y dans plusieurs pays africains, vous allez vous rendre compte que c'est le même scénario. Mais pourquoi essayer d'effacer une histoire réelle sur laquelle, n'est-ce pas, les apprenants, les élèves, les enfants, les générations présentes doivent s'appuyer pour évoluer. Alors, nous sommes des partis politiques que nous nous sommes constitués pour non seulement permettre à nos différents États d'être véritablement indépendants, parce qu'il y a une indépendance factice qui est présentée comme étant, vous savez, ces histoires qui sont arrivées dans les années 59, 58, 60, et bien d'autres. Dernièrement, encore, il y a certains, jusqu'en 73, il y a encore des États qui étaient encore sous le joug colonial. Donc, ce sont des indépendances factices qui ne donnent pas une véritable autonomie ou indépendance réelle aux différents pays. Bon, nous avons des dirigeants qui sont, entre parenthèses, nous avons embrassé un système que nous avons appelé démocratie, où c'est une permutation, c'est un échange électoral qui, ma foi, on sait comment ça se passe, et nous sommes plongés dedans, on continue à servir, n'est-ce pas, le colon, ou alors ceux-là qui sont venus nous démontrer que nous n'avons pas d'histoire avant la colonisation ou encore avant l'esclavage. Parce que c'est plus grave, Madame Bégoudé. Lorsqu'on réussit à nous faire croire que l'histoire de l'Afrique, l'histoire du Cameroun commence pendant l'esclavage, on refuse de nous dire ou de nous faire comprendre que avant l'esclavage, il y avait une histoire. Il y avait de la vie. Avant l'esclavage, les Africains étaient organisés. La société africaine était véritablement organisée. Le Cameroun était véritablement structuré et organisé. On a détruit cela. On a détruit ceux qui se sont levés pour dire non à cette nouvelle société qu'on a voulu nous imposer. Parce qu'en réalité, les Ruben Umniobe, comme les Karinou et bien d'autres, les Amika Cabral, Sékou Touré et bien d'autres, ils se sont battus pour dire non à la nouvelle société qu'on nous imposait. Et aujourd'hui, nous disons de nouveau, nous continuons ce combat en disant non à cette société qu'on nous impose, non à cette indépendance visuelle dont on nous dit, le docteur Yamtiba parlait, il a évoqué 2 points. L'indépendance économique, elle est où? Monétaire, elle est où? La véritable indépendance, même politique, est où? Vous vous rendez compte que au XXIe siècle, des États se lèvent, font voter au sein de leur congrès des décisions qui punissent des États pour collaboration avec d'autres. Vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'on n'est pas totalement indépendant. Il faut donc qu'on réussisse à s'affranchir, mais en s'inspirant donc des Ruben Umniobe, qui eux n'ont pas fléchi, qui eux n'ont pas cédé au prix de leur vie. Il s'agit de cela aujourd'hui. Construire une véritable force critique qui dise « je ne suis pas prêt à fléchir quel que soit le prix à payer ». Oui.
Merci, Monsieur Matomba, pour ce point de vue bien ficelé. Eh bien, nous allons retrouver le professeur Nyaka Lagoke, qui est le consultant de cette émission. Il est analyste politique depuis Washington. Eh bien, à vous, la question à poser serait tout simplement le regard que vous portez justement sur les politiques des pays africains qui ne respectent ou alors ne s'alignent peut-être pas avec les idéologies des héros nationaux. Merci pour l'opportunité. Je ne savais pas que j'allais faire partie d'un panel aussi brillant. Et puis, je n'avais pas imaginé qu'on parlerait d'un héros africain. Et donc, c'est une très bonne chose. Je voudrais d'abord vous remercier et puis vous féliciter. Parce qu'aujourd'hui, il y a un certain boom de la presse en Afrique. Il y a plusieurs organes de presse qui se créent, dans la presse écrite, dans les médias sociaux, dans le domaine de l'audiovisuel. Et même si la plupart de ces médias s'inscrivent dans une vision panafricaniste, très peu de ces médias font le zoom sur les contributions spécifiques des héros africains. Et donc, pour quelqu'un comme moi qui revendique le panafricanisme, c'est des choses que nous voulons voir dans les médias. Donc, parler de Oumniobé à l'occasion de l'anniversaire de sa mort, c'est une contribution majeure par rapport au contexte dans lequel nous vivons. Donc, je le dis très sincèrement. Les camarades ou les amis qui ont parlé avant moi ont dit naturellement de très bonnes choses. Même, je voudrais pas recadrer le débat, mais je voudrais dire des choses qu'ils ont certainement voulu dire, dont ils ont parlé, mais je voudrais essayer d'aller un peu plus loin. Par rapport à Oumniobé, quand on parle de lui, on se rend compte, comme en fait, l'ami leader du parti l'a dit, on ne parle pas des héros nationalistes africains. Amilcar Cabral, Sékou Touré, Modibo Keïta, Oumniobé, Félix Moumoué et bien d'autres. Et naturellement, parce qu'il y a eu un effort conscient qui a été fait par les pouvoirs néocoloniaux qui ont pris en otage les pays africains et qui font en sorte que on ne se souvienne pas des contributions de ceux qui ont travaillé pour faire avancer la cause de l'Afrique, et surtout la question de la souveraineté. Surtout la question de la souveraineté africaine. Donc, c'était le deuxième élément. Le troisième élément, c'est qu'il faut situer le combat nationaliste du Cameroun dans le contexte du combat africain, ou encore dans le contexte de l'avancée du panafricanisme. Deux choses assez importantes dans l'histoire du panafricanisme, c'est la création du Rassemblement démocratique africain. L'UPC de Oumniobé était présent au deuxième congrès du RDA. L'UPC de Oumniobé était présent à la conférence de tous les peuples africains organisée au Ghana en 1958 en décembre. Donc c'est naturellement pour mettre l'accent sur la solidarité agissante qui existait entre les différents leaders nationaux ou les leaders panafricains. L'UPC, par exemple, s'est constitué en une extension du RDA donc au Cameroun. Autre élément que je voulais, sur lequel je voudrais mettre l'accent, c'est que même quand les gens ont essayé de réduire l'héritage des leaders que nous connaissons, Amilcar Cabral, Oumniobé, et puis bien d'autres dans divers pays africains, pour moi, c'est un effort qui est vain. Et tout à l'heure, je crois qu'un collaborateur l'a dit, ils sont davantage actuels aujourd'hui, et dans la mesure où l'Afrique est en train de renégocier sa seconde indépendance, avec tous les mouvements que nous voyons en Afrique, le combat pour la mobilisation des Africains contre la Cour pénale internationale de justice quand Laurent Gbagbo a été mis en prison, le procès des assassins de Thomas Sankara, donc la révolution malienne aujourd'hui sur Assimi Goïta, la résistance de Ange Touadéra en République centrafricaine,
et bien d'autres choses auxquelles nous assistons. Donc, démontre que les Africains ont soif de cette vérité historique, de cette restauration mémorielle que les Occidentaux et les agents néocoloniaux ont voulu détruire. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, même si les gens ne savent pas, n'ont pas étudié dans les écoles africaines les contributions de ces héros, il y a cet effort individuel, cette révolte personnelle des uns et des autres pour d'aller découvrir ce que ces gens-là ont fait. Mais un élément que je voudrais dire, et dont je voudrais parler, en parlant de Oumniobé, qui était souverainiste, panafricaniste, nationaliste, et qui a lutté pour l'unité du Cameroun. Aujourd'hui, avec la crise du Cameroun à laquelle nous assistons, entre les anglophones et les francophones, on va certainement encore retourner à au discours de Oumniobé qui luttait pour l'unité du Cameroun. Donc quand on voit encore les questions de division ethnique et linguistique, on retournera encore à Oumniobé. Même s'il n'est pas célébré comme il se doit, pour moi, Oumniobé est l'âme du Cameroun. Et pour moi, Oumniobé est dans l'âme de chaque Camerounais qui est nationaliste et qui a envie de voir le Cameroun et l'Afrique changer. Pourquoi je le dis? À cause de l'expérience de ce que les Camerounais ont connu, à cause de la mort prématurée de Oumniobé, de la façon dont il a été assassiné, à cause des histoires qui vous ont été contées et racontées par rapport au rôle historique, par rapport au courage de Oumniobé. Moi, je suis ivoirien, mais de la façon dont les Camerounais ont compris la crise ivoirienne, même les Ivoiriens même étaient surpris. Donc on se demande, mais pourquoi les Camerounais étaient si engagés dans le combat panafricain? Mon analyse, c'est certainement à cause du travail qui a été fait par les parents, par les familles, par tous ceux qui voulaient voir un Camerounais indépendant, qui ont compté et raconté les histoires des héros camerounais. Et cela a été enregistré dans la mémoire des Camerounais, et c'est ce qui pourrait expliquer que les Camerounais soient à l'avant-garde du combat du nationalisme en Afrique. Vous avez produit des grands noms, les Mongo Betty, bien d'autres noms que les Camerounais ont produits. Dans mon pays, on n'a pas eu ce genre de choses. Et pour moi, voilà, parfois on a le sentiment que, bon, il est mort totalement. Non. Même quand on ne parlait pas de lui, il vivait et il a résisté au temps, et aujourd'hui, naturellement, il va devenir beaucoup plus important. Donc, pour le travail des gens comme moi, et donc comme les panélistes et bien d'autres, c'est qu'à la faveur de la nouvelle vague du panafricanisme, nous devons de façon consciente, et c'est pour cela que j'apprécie cette émission, nous devons de façon consciente rappeler aux uns aux autres les gestes de façon au féminin, en parlant des exploits, les gestes de tous ceux qui ont lutté pour l'Afrique, qui ont versé leur sang, leur sueur pour l'Afrique, comme Oumniobé au Cameroun. Et donc, voilà, donc dans le cadre de ce que nous faisons, c'est des choses que nous devons faire de façon consciente. Et quand on retournera vers ces référents historiques dans les divers pays africains, on sera en train de contribuer à la restauration historique, à la conscience historique de l'Afrique. On sera en train de réduire ou bien de défier tout ce qui a été fait comme paradigme épistémologique par les Occidentaux et leurs agents pour que l'Afrique s'oublie et qu'on n'ait pas la mémoire qu'il nous faut pour revendiquer notre souveraineté qui est tant importante pour nos populations. Voilà ce que je pourrais dire pour répondre à la première question. Eh bien, vous avez parlé justement de cette conscience populaire, et ce qui m'amène à me retourner justement vers Monsieur Ketia Teng. On parle d'éducation, on parle du peuple, mais est-ce que c'est pas aussi le rôle du peuple lui-même d'être indépendant dans l'âme? Parce que lorsqu'on parle de l'union des populations du Cameroun, on sait également que c'est censé être un sentiment populaire, partagé, mais aujourd'hui au Cameroun, malheureusement, peut-être c'est pas le cas. Un peuple ne s'éduque pas tout seul, lui-même. C'est pas une action facile. L'éducation, c'est quelque chose qui s'organise. Les gens ne sont certes pas des enfants, mais les gens ont besoin d'éducation. Et il n'y a rien qui les accompagne. Voilà, donc c'est ça un des problèmes essentiels. Je remercie votre chaîne d'avoir invité M. Nyaka Lagoké. Oui, Nyaka Lagoké. D'avoir des compatriotes africains qui partagent nos idées, ça encourage d'avoir la reconnaissance
d'un compatriote africain pour l'œuvre des Camerounais dans la libération de l'Afrique, c'est bien. Et c'est cette exigence d'éducation-là qui fait énormément de défaut au Cameroun aujourd'hui. Dites, un peuple doit avoir confiance. Les gens ne peuvent pas, même quand vous avez de bons sentiments, si vous n'avez pas un canevas, des moyens pour vous amener vers le but que vous cherchez à atteindre, vous risquez fort opportunément de ne pas l'atteindre. Donc, un enfant peut être intelligent, il lui faut l'école, il lui faut des enseignants, il lui faut des parents qui savent qu'en ce moment, il est déjà un peu énervé, il vaut mieux qu'il aille jouer. Il lui faut des médecins qui, quand il est malade, on le soigne. C'est-à-dire que même si vous êtes Einstein, vous avez besoin d'un cadre. Oui. Si vous êtes Einstein et que vous êtes dans la brousse, vous ne pourrez jamais élaborer des formules savantes, etc. etc. Donc c'est ça qui nous manque énormément aujourd'hui. Et je remercie encore une fois de chaîne de poser quelques heures, quelques instants pour parler d'un des plus grands éducateurs du peuple camerounais qui a été Oumniobé. Parce que le travail d'éducation populaire, je ne l'ai pas vu, mais j'en suis bénéficiaire. Je suis né 2 dizaines d'années après sa mort. Mais j'en suis pleinement bénéficiaire, comme d'autres générations, comme toutes les générations qui suivront. Parce que tant qu'il y aura de la vie, tant qu'il y aura des humains, ce qu'il a fait comme œuvre d'éducation va se transmettre. Malheureusement, une fois encore, c'est les moyens de cette transmission-là qui nous manquent. Il manque cruellement au Cameroun actuellement. D'accord. Docteur Yam Timba, est-ce que vous pensez que c'est une volonté politique délibérée de couvrir cette histoire pour empêcher ce soulèvement populaire? Quand je parle de soulèvement, pas forcément violent, mais un soulèvement populaire en ce qui concerne les idéologies. Écoutez, c'est pas seulement une volonté politique, c'est l'action politique actuelle. C'est-à-dire que actuelle et passée. C'est-à-dire que du temps de Oumniobé, lui, il est dans l'UPC, il connaît mieux les mouvements Oumniobé, mais il était affecté partout, tout le temps. Les moumiers qui travaillaient à l'hôpital Lakentini, ils ne restaient pas, ils étaient affectés tout le temps. Wandjé, ils étaient affectés tout le temps, tous leurs camarades. Et là, on vous parle surtout des figures visibles, mais tous les autres anonymes, personne ne restait sur place. On devait les déplacer tout le temps. D'abord, quand il était syndicaliste, il n'était même pas encore en politique, il était encore syndicaliste. Alors les leaders syndicaux étaient tout le temps affectés partout dans le pays pour éviter justement qu'ils éduquent les masses, pour éviter que leur propre formation, qui avait été extrêmement rigoureuse quand le cercle d'études politiques ou sociales, je crois, qui a été à Yaoundé avec Gaston Dona, pour éviter qu'ils soient bien formés. Donc tout a été fait pour que ces gens-là ne soient pas bien formés, pour que ces gens-là ne forment pas, ne structurent pas des cellules dans les différentes villes dans lesquelles ils étaient. Mais c'était juste des génies, c'était des types extrêmement brillants. Nous devrions être extrêmement modestes aujourd'hui et leur cirer les pompes. Vraiment leur cirer les pompes. Nous n'avons pas toujours cette attitude. Les pompes. Le public lui l'a très bien compris. Je parlais de leur cirer les chaussures de façon humble. C'était des gens extrêmement brillants. Malgré tout cela, ils ont quand même réussi à modeler le peuple et à l'orienter vers l'idée extraordinaire à l'époque, l'idée d'indépendance. Nous avons du mal aujourd'hui à imaginer le contexte dans lequel un type comme Oumniobé se déplaçait d'une ville à l'autre et parlait d'indépendance aux gens. On est dans un contexte où les idées majeures, c'est que les Africains, ce n'est même pas des barbares, c'est des sauvages. Et dans l'anthropologie ou l'ethnologie à l'époque, le sauvage, il est exactement au même niveau que la bête sauvage. C'est pour ça qu'on l'appelle le sauvage. C'est une bête sauvage. En termes d'organisation sociale, c'est à peine s'il peut former une meute, comme des loups, comme des animaux. Pas plus. Voilà comment on le considérait. Voilà la raison pour laquelle l'ONU n'a même pas imaginé qu'on puisse dire que ces gens-là puissent tout simplement devenir indépendants, puisque c'était une promesse de De Gaulle au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Mais on dit, mais c'est des sauvages. Les sauvages ne peuvent pas être organisés politiquement. Et voilà la raison pour laquelle, pour vous dire à quel point l'esprit des gens avait été matraqué et finalement moulé,
même pour écrire le fameux hymne sorti de Foulassi, c'est eux-mêmes, les Camerounais, qui disent « nous sortions de la barbarie ». Donc, il y avait les sauvages, ensuite les barbares, et les Européens considéraient que c'est eux les civilisés. Donc, ils sont les seuls à diriger des États. Donc, vous êtes de la force brute, exactement comme un âne ou une vache qui va tirer la charrue, sans plus. Et n'oubliez pas, nous sortions à peine de l'esclavage, de la traite négrière et de l'esclavage. Donc, du coup, ces gens n'avaient pas changé de regard sur les Africains. Donc, voilà le contexte dans lequel vous avez donc des types comme Oumniobé ou les Bouganda ou des types comme ça qui sortent de, on ne sait pas d'où, des espèces d'extraterrestres qui viennent vous dire que non, nous pouvons être indépendants. Et que dans le cas spécifique de Oumniobé, on peut être indépendant, mais cette indépendance au Cameroun doit être précédée par la réunification du pays qui avait été divisé en 1916. Suite à 1916, disons en 1919, à la suite de la conférence de Versailles au thème de la Première Guerre mondiale. Vous n'avez pas idée aujourd'hui, madame, du caractère révolutionnaire de cette simple phrase en 1948. C'était quelque chose de terrible à l'époque. C'était comme si on avait largué une bombe atomique dans les relations internationales. Personne n'en revenait. Mais ça, c'est l'individu que nous avons eu dans ce pays, Oumniobé. Et c'est l'individu qui, avec ses camarades, vont, et ça on ne le dit pas assez, parce que là vous me parlez d'héritage politique, mais personne ne sait aujourd'hui que l'Angola doit son indépendance en grande partie au Cameroun, en grande partie à l'UPC, parce que les instructeurs, les Camerounais qui avaient été formés pour venir continuer la lutte et qui auraient certainement pris d'assaut Yaoundé, avaient été bloqués en Angola et au Congo. Et donc de là, ils sont simplement descendus et ils ont été intégrés dans le mouvement du MPL. Aujourd'hui, les gens n'imaginent pas l'impact de l'UPC sur des pays comme la Guinée-Conakry. Amilcar Cabral, c'est un produit de cette éducation politique que l'UPC avait mise en place. On n'imagine pas des choses pareilles. Et tout cela, c'est pour dire quoi? C'est pour vous dire que nous sommes dans notre pays sous le joug d'une colonisation féroce, aussi dangereuse, aussi brutale et aussi arbitraire et qui nous pousse vers l'obscurantisme le plus abject, de la même manière qu'on y était dans les années 50. Et le fait que de plus en plus, les Camerounais se réfèrent à ces figures-là, à ces repères, ces étoiles qui brillent dans leur ciel, qu'on essaye d'embrumer le plus possible pour qu'ils ne les voient pas, montre qu'il y a quelque chose, en fait, ces gens avaient touché quelque chose qui nous tient par les tripes. Et vous ne pouvez pas en mettre fin à quelque chose qui vient des tripes des gens. Et cette chose qui vient de nos tripes, c'est l'idée de liberté. Cette idée-là, cette chose incroyable qui vient du fond des gens et qui les pousse vers l'action et qui les pousse à rechercher dans les ténèbres, dans un vague terrible, les repères qu'ils peuvent trouver et comment ils peuvent avancer, indiquent que les gens comme Oumniobé étaient simplement liés à nos attentes les plus profondes, à nos idéaux les plus ataviques. Et c'est ceux qui sont en face, qui se sont battus pour l'assassiner, ils racontent qu'ils l'ont assassiné le 13 septembre. Tout le monde sait que c'est faux. Il faut que la mémoire camerounaise qu'on mette en place un système de collecte. Parce que tout le monde sait, tous ceux qui se sont intéressés et qui ont parlé avec les anciens de l'époque savent qu'Oumniobé n'est jamais mort le 13 septembre. Ils savent qu'Oumniobé a été arrêté, qu'Oumniobé a eu une entrevue avec De Gaulle, qui lui a proposé de devenir un premier ministre fantoche, comme tous les autres qui étaient devenus premier ministre, et il lui a posé une seule question, puisqu'il n'avait pas à lui répondre. Quand je deviendrai premier ministre et que j'aurai tous les avantages, mes autres frères camerounais, ils vont vivre de quoi? De Gaulle lui a dit, mais monsieur, c'est vous qui m'intéressez, on s'en fout des autres. Ils vont travailler dans les mines, les champs, les chemins de fer. Il lui a dit, mais c'est pas pour ça que je me bats, monsieur. Je ne me bats pas pour que les autres Camerounais souffrent, pour que les Camerounais gagnent 30 000 francs en 2022 pendant que leurs patrons font des milliards de bénéfices, et que moi, je puisse quand même vivre aisément
et je regarde mes frères, je n'en ai pas le courage et ce n'est pas du tout l'idée pour laquelle je me bats. Donc, ce n'est pas du tout que les gens essayent, c'est que depuis toujours, il s'agit d'écraser les Camerounais, d'écraser les Africains et de pouvoir les exploiter le plus possible pour que ils restent en fait dans l'idée qu'on se fait d'eux ou qu'on a décidé de se faire d'eux. C'est des sauvages, point. Or, nous sommes quoi? Des sauvages? Ça, c'est ce qu'ils pensent de nous. Ils oublient que c'est ce que nous pensons parfois d'eux, nous aussi. Oui, d'accord, docteur Yam Timba, vous avez vidé votre sac en ce qui concerne cette question. Monsieur Matamba, vous qui êtes juste à mes côtés, eh bien, lorsqu'on parle de Ruben Oumniobé, on parle de quelqu'un qui avait malheureusement ou heureusement le peuple qui l'accompagnait, qui réussissait à parler au peuple. Aujourd'hui, on se rend bien compte que les hommes politiques au Cameroun ont du mal à faire, comment dirais-je cela, à rassembler le peuple pour de bonnes convictions. C'est pas qu'ils ne réussissent pas à rassembler le peuple. Ils réussissent, mais maintenant les convictions restent peut-être à être interrogées. Vous parlez souvent dans vos allocutions de valeurs sociales, de valeurs éducatives, également de culture. Est-ce que vous pensez réellement que la culture et ces différentes valeurs sociales peuvent encore être inculquées aux Camerounais et qu'on peut encore avoir ce type de rassemblement aujourd'hui au Cameroun, en Afrique, pour voir sortir de cette colonisation ou alors néocolonisation les peuples africains? Il faut déjà dire que, tout en saluant l'idée de qui était parti, qui est né, si vous voulez, dans ces années de lutte pour nos différentes indépendances et de voir comment ces idées ont été propagées. Vous savez, nos prédécesseurs ou nos aînés n'étaient pas à l'heure du numérique comme aujourd'hui où on peut tout de suite crier à Douala et qu'on nous écoute à Bangui ou à Bamako ou encore à Bissau et autres. Donc, c'était beaucoup plus compliqué, mais ils réussissaient quand même, non seulement à faire passer des messages, mais à éduquer les populations. Mais il faut surtout dire que c'était alors là des visionnaires, parce qu'il ne faut pas écarter l'idée selon laquelle un bon leader est avant tout un bon visionnaire. Et comment donc faire en tant que bon visionnaire pour éduquer les masses ou alors répandre sa pensée auprès des masses? D'où la nécessité d'avoir à la tête de nos différents États des bons visionnaires. Parce que, voyez-vous, je vais revenir peut-être une question qui a été posée ici à M. Ketchaten concernant justement l'éducation des masses. Vous savez que dans une société, à partir d'une certaine vision, on définit le profil d'homme qu'on veut pour cette vision-là, pour atteindre cette vision. Absolument. Lorsque vous avez réussi à faire cela, alors tout ce que vous ferez en termes d'orientation sera juste un concours vers cette vision. Oui. Donc, ce n'est que comme ça que l'UPC a réussi, n'est-ce pas, dans ça. Et vous allez remarquer, et il est toujours dit jusqu'aujourd'hui que l'UPC reste le meilleur parti formateur qui a existé, n'est-ce pas, sur des dernières décennies. Il est celui-là qui a formé pas mal de militants, pas seulement pour le Cameroun, mais pour d'autres pays. Le docteur y en parlait ici tout à l'heure de l'Angola. Il a parlé d'Amilcar Cabral. À l'époque, c'est Sékou Touré qui hébergeait certains en Guinée-Conakry et bien d'autres. Donc, vous voyez que à partir du moment où ces derniers avaient défini ce qu'ils voulaient, ils avaient une vision. La vision, c'était laquelle? Les indépendances. Comment faire pour y arriver? Est-ce qu'il fallait, même quand ils étaient pourchassés, ils allaient de pays, ils réussissaient d'aller de pays en pays et ils formaient des gens. Donc, il est important de dire aujourd'hui que la formation est la clé de toute chose. Donc, la population ne se forme pas automatiquement. On part de quelque part. Mais de qui partons? Ou alors de quelle vision partons-nous? Où est-ce que nous allons à partir de la vision qui nous est présentée? Et je vais donc revenir sur votre question pour vous dire, Madame Bégodet, ce n'est pas que les leaders ne parviennent plus à faire fédérer les populations. Non, on a amené les populations à croire que leur bonheur se trouve ailleurs, dans la dispersion totale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez très peu de personnes qui comprennent qu'ils doivent se battre pour des causes réelles. Oui.
Pourquoi? Parce que les gens sont très préoccupés par leur existence. Les gens ont des problèmes physiologiques, ils ont des problèmes du manger et du boire. Et lorsqu'ils ont ces problèmes, manger, boire, se vêtir, ben, vous allez dire à quelqu'un, allons nous battre même seulement pour avoir de l'électricité. Il vous dira, mais non, je dois d'abord manger et je dois boire. Lorsque j'aurai mangé, j'aurai bu, là, je vais voir si je n'ai pas d'eau ou je n'ai pas d'électricité. Vous voyez qu'on a réussi, n'est-ce pas, à amener des gens à croire qu'ils n'ont pas intérêt à se battre pour eux-mêmes. Parce qu'il s'agit de ça. Parce que lorsque vous vous battez pour une cause, vous ne vous battez pas forcément pour quelqu'un. Vous vous battez d'abord pour vous, pour votre nation. Et d'où le discours difficile entre les politiques et les populations aujourd'hui. Parce qu'en réalité, les populations suivent qui? Pas forcément, pas que le discours n'est pas adapté à l'environnement, mais les populations suivent celui qui apporte le plus de maquereaux, ou celui qui apporte le plus de pain. Parce que, voyez-vous, nous sommes malheureusement dans des mêmes systèmes. Oui. En Occident, lorsque les gens vont voter, vous savez ce qu'ils votent, ce pourquoi ils votent? Ils votent pour le porte-monnaie. Qui nous fait des belles promesses par rapport au porte-monnaie, qui va nous donner mieux, qui va améliorer notre porte-monnaie et autres. Oui, oui. C'est ceux-là qui votent. En Afrique, on vote qui? On n'est pas très différent. On vote celui qui donne là, à l'instant. C'est-à-dire qu'on n'a pas le temps d'écouter les belles promesses, parce que les belles promesses, si on les écoutait encore, pouvaient même amener les uns et les autres à militer véritablement et à accompagner les politiques de ceux qui arrivent. Mais les gens préfèrent aller pour ceux qui leur donnent à l'immédiat. De ce que vous donnez, ils viennent vers vous. Non, ce n'est pas dire que tout le monde est comme ça. Il y a certaines personnes qui comprennent les enjeux. Parce qu'en réalité, on nous a plongé dans ce système que j'ai appelé la démocratie, qui voudrait que les gens, on vous fait croire que vous êtes ceux-là qui avaient le pouvoir de décider, et pourtant vous ne l'avez pas. Le pouvoir appartient à un groupuscule de personnes qui vous disent allons à gauche, vous suivez à gauche, allons à droite, vous suivez à droite, et pourtant nous avons toujours eu un fonctionnement d'antan que nous avons tout de suite oublié, négligé. Nous sommes donc entrés dans quelque chose qui n'est pas nous. C'est-à-dire que cette histoire que nous appelons la démocratie, qui nous a été tout simplement imposée. Vous voyez les guerres et les luttes qui sont imposées à des pays tout simplement pour qu'ils fassent partie du système démocratique. Si on cite le cas par exemple de la Libye, qui lui, on a décidé un matin de dire non, il faudra que désormais ce soit un pays démocratique. On va faire une guerre là-bas. On dit, on veut imposer la démocratie. La démocratie, nous la voyons aujourd'hui. Si on vous prend le cas de l'Irak par exemple, là encore on est allé dire que bon, sous prétexte que les armes ont fait ceci et autres, et c'est malheureusement ce par quoi nos pays sont passés et vivent aujourd'hui, parce qu'on nous impose des systèmes qui ne marchent pas, qui ne scient pas non seulement à notre environnement, mais qui ne vont pas dans le sens même du développement de nos différents pays, et puis on vous dit non, c'est vous qui avez le mot à dire. C'est vous qui avez... Et pourtant, on sait dans le fond que ceux qui sont au pouvoir, ou alors ceux qui ont été mis au pouvoir, ont été mis tout simplement pour servir des intérêts autres. Et à ce peuple-là, vous allez demander, ou alors retorquer au peuple de ne pas suivre ceux qui apportent des véritables projets. Et pourtant, les peuples sont martyrisés. Non, il y a aujourd'hui, Dieu merci, un éveil populaire qui est en train de s'opérer grâce, n'est-ce pas, à la venue de plusieurs éducateurs, parce que les éducateurs, on les retrouve maintenant sur toutes les formes, soit dans les médias et bien d'autres. Il y a un sentiment, n'est-ce pas, de révolte qui s'installe et un véritable sentiment d'indépendance. Les peuples commencent à comprendre, ils commencent à suivre et nous irons jusqu'au bout. Merci, M. Matomba. On clôture ce sujet et c'est avec M. Ketchateng. Nous tournons vers vous parce que nous savons que vous êtes à la souche, je dirais, des tentacules de l'UPC, appelons ça ainsi. Aujourd'hui, quelle serait la meilleure des propositions pour que cet esprit indépendantiste soit tout simplement, ou du moins, découle sur les partis politiques? C'est simple, il faut refaire ce que les Oumou ont fait. Il faut aller dans les quartiers, discuter avec les gens, les informer, leur expliquer quelle est la réalité de leur environnement. C'est ce que les UPCistes ont fait. J'aime me raconter une petite anecdote que je tiens de mon père qui n'était pas du tout UPCiste, mais qui m'a toujours dit que ces gens-là étaient d'authentiques patriotes. Alors il se trouve que dans les débuts des années 50, mon père était un enfant.
il arrive à Douala, dans le quartier populaire, le Grand Nouvelle de l'époque. Il y a des bagarres tous les jours au point d'eau. Il y a un seul point d'eau pour des centaines ou des milliers de gens. Vous imaginez Douala dans les années 50. Et c'est des bagarres interethniques. Il suffit qu'une femme bamileke vienne poser son seau là où elle n'aurait pas dû, parce que c'était la place d'une femme Ewondo, ou bien c'était le tour d'un gars où ça d'épuiser, ou bien c'est les enfants du quartier Bassa qui ramassaient les seaux à ce moment-là. Bref, il suffit qu'il y ait une petite altercation comme celle-là, et suivant l'origine des deux personnes qui sont en conflit au point d'eau, les groupes sortent dans les quartiers et s'affrontent. Et c'était récurrent. Et il y avait des colons qui filmaient ça et s'en donnaient à cœur joie. On voit encore des vidéos. Aujourd'hui, j'ai vu une vidéo comme ça au Congo où des Blancs, ils rigolent quand ils réunissent des Noirs pour pouvoir danser. Ils ne comprennent même pas ce qui se passe. Ils dansent. Et alors les bagarres, ça leur plaisait. Ils maintenaient donc les gens dans la pauvreté pour venir voir le spectacle de temps en temps. Un jour, alors mon père il me raconte cette histoire en disant qu'il aurait dû entrer au village quand il était enfant parce qu'il ne supportait pas la vie à Douala à cause de cette violence. Alors, il lui dit, au moment où il découvre l'UPC, il est enfant. Il y a des jeunes gens qui viennent avec le slogan de l'UPC et les coups de sifflet et qui interrompent des bagarres pour essayer de leur faire comprendre que se battre entre Camerounais, ce n'est pas une bonne solution. Parce que l'eau qui est là, elle devrait être disponible pour tout le monde dès lors que c'est l'eau qui existe dans le pays. Et il faut s'organiser pour avoir de l'eau. Oui. Et du jour au lendemain, son envie de quitter la ville, parce que pour la première fois de sa vie, en tant qu'enfant, il voyait des adultes se battre. Son envie de rentrer au village a disparu. Et c'est comme ça qu'il a pu continuer à aller à l'école et avoir une certaine formation. Donc je donne cet exemple-là pour que les gens comprennent. La politique, ce n'est pas plus que ça. Oui. Ce n'est pas plus que de l'eau potable, de l'électricité, une éducation pour les jeunes enfants, une éducation pour les grands. Parce que dans ce cas-là, c'était une éducation pour les enfants, mais aussi pour les grands, parce que ce sont des grandes personnes qui se battaient. Aujourd'hui, encore dans notre pays, vous voyez des affrontements comme cela. On veut discuter des affaires du pays, quelqu'un vous dit « Ah, c'est parce qu'on n'aime pas les Bamileke que le pays ne marche pas bien. » On veut discuter des affaires du pays, on vous dit « Ah, c'est les Boulous qui sont au pouvoir et ils ont tout pris, ils ont mis dans la caisse, ils ont tout mangé. » Donc, ce sont des choses qui sont extrêmement simples à faire, mais qui sont très difficiles dans notre contexte parce que nous sommes pris par les exigences de nos vies individuelles, nous sommes pris par l'immensité de la tâche, nous sommes, rebutés, si on peut dire, par l'immensité de la tâche, ou alors nous sommes apeurés par l'immensité de la tâche. Mais il n'y a pas une autre voie pour sortir de la situation actuelle du Cameroun que l'éducation populaire, l'éducation généralisée à la compréhension de ce que sont les vrais enjeux politiques, qui, du temps de comme de nos jours, sont globalement, fondamentalement les mêmes. Merci infiniment, Monsieur Jean-Baptiste Ketiateng. C'est vrai que nous n'avons plus peut-être assez de temps, mais nous allons quand même pouvoir aborder la seconde thématique, même si c'est pendant quelques minutes. Un autre panel se chargera d'en parler de long en large dans une toute autre émission. Eh bien, en République centrafricaine, il y a une tentative de réécrire l'histoire, un processus qui a été enclenché par le président Faustin-Archange Touadéra, lui-même qui répond à un appel du peuple. Le comité chargé de réécrire la nouvelle constitution a été installé, mis en place. Il faut également rappeler que les membres postés devraient réussir le pari de redonner à la Centrafrique une nouvelle politique ou alors une libre indépendance. Et dans cette émission, on s'interroge sur les impacts à ressentir politiquement parlant. Touadéra réussira-t-il donc à hisser son pays tout simplement, ou alors à poursuivre son projet politique et même social? Des questions qui trouveront certainement réponse avec le même panel, bien sûr, qui reste avec nous. Mais avant d'aborder cette question, deux petites mises en bouche, justement, avec la participation de la partie technique. Politoscope se poursuit. Le parti évoque l'écoute du peuple et la prudence pour ne pas être en marge. Du tout détenteur de pouvoir. Merci.
Rester discret jusqu'ici sur la réécriture d'une nouvelle constitution en République centrafricaine, le parti de la majorité est enfin sorti de sa réserve. Le mouvement Cœur Uni s'est prononcé à propos le week-end dernier au cours d'une conférence de presse à Bangui. Déliant la langue pour donner les raisons qui ont justifié cette attente, l'honorable Évariste Ngamana, porte-parole du parti, évoque l'écoute du peuple et la prudence pour ne pas être en marge. Tout détenteur de pouvoir, d'une partie du pouvoir, doit s'entourer de certaines garanties ou bien de certaines informations avant de prendre position. Et c'est la démarche que le MCU avait adoptée. Nous avons été prudents. Nous avons estimé que c'est une démarche parlementaire consacrée dans la Constitution en vertu de l'article 151 qui donne la possibilité soit au président de la République, soit aux parlementaires d'initier une proposition de révision constitutionnelle. Mais la question a évolué. Passons d'une simple révision telle que proposée par le collègue Kakwaen maintenant à la question de la réécriture d'une nouvelle constitution. Et c'est l'émanation du peuple centrafricain. C'est pour cela que nous, en tant que parti politique, soutenons les actions du président de la République et nous qui travaillons aussi pour le bien-être du peuple centrafricain, nous ne pouvons pas être en marge de cette question. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale centrafricaine précise d'ailleurs qu'aucune institution n'est au-dessus de la volonté du peuple. Et pour ce faire, le MCU ne pouvait aller à l'encontre de la volonté de celui-ci. Que je puis vous rassurer que le MCU soutient à 100% cette démarche qui est une démarche populaire. Nous sommes une partie du peuple centrafricain. Le parti politique n'est pas au-dessus du peuple. Si aujourd'hui le peuple n'a pas voulu cette démarche, nous aussi on devait se rallier derrière le peuple. Notons que le mouvement Cœur Uni, MCU, s'est constitué un parti politique de soutien au président Touadéra après son élection en 2015. Par ailleurs, en ce qui concerne la composition de l'équipe de la rédaction de la nouvelle constitution, un décret présidentiel numéro 22.367 entérinant la désignation des membres du comité chargé de rédiger le projet de la nouvelle constitution de la République centrafricaine a été rendu public. Installé le mercredi 13 septembre 2022 par le président de la République, le professeur Faustin Archange Touadéra, les personnalités en charge de la réécriture de la Constitution de la République centrafricaine se sont réunies le vendredi 16 septembre 2022 dans la salle de conférence de la Cité des chefs d'État de Bangui. Présidé par l'honorable Évariste Ngamana, président du bureau de ce comité, il était notamment question de faire une prise de contact et d'élaborer un chronogramme de travail. La Constitution de la République centrafricaine, étant entendu que le comité a été installé par le président de la République, chef de l'État, et un décret a été pris le lendemain pour entériner la désignation des membres du bureau. Et en qualité de président de ce comité, j'ai pu convoquer par communiqué cette rencontre d'aujourd'hui pour permettre au comité de faire une séance de prise de contact. Et nous avons aussi, au cours de cette première séance de travail-là, mis en place un chronogramme de travail, en commençant d'abord par l'élaboration du règlement intérieur qui va guider nos travaux. Et aussi, nous allons planifier des séances plénières, des travaux au niveau du bureau, etc. Les clauses prises à l'issue des travaux de cette première réunion, bien que confidentielles, témoignent néanmoins la bonne dynamique dans laquelle s'inscrit ce projet de réécriture de la nouvelle Constitution. Et nous avons insisté aussi sur le caractère confidentiel des activités que nous aurons à mener, puisque nous sommes là désignés au nom de nos différentes entités, mais nous travaillons pour le peuple centrafricain, pour l'intérêt du peuple centrafricain, et nous avons le devoir, sinon l'impérieuse nécessité de garder la confidentialité autour de tout ce que nous allons débattre, examiner. Rappelons que ce comité mis sur pied par décret présidentiel du 12 septembre 2022 est composé de 57 personnalités disposant de 3 mois pour proposer un nouveau texte de loi en République centrafricaine.
Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Politoscope qui se poursuit. À présent, nous parlons de la République centrafricaine et du projet de réécriture de la Constitution dans le pays. On s'interroge notamment sur l'impact que cela pourra avoir sur l'avenir politique. Et on commence à en parler avec le professeur Nyaka Lagoké. Je rappelle que le docteur Yamtimba est toujours sur ce plateau. Monsieur Matomba Serge Espoir, premier secrétaire du PURS également, sans oublier Monsieur Jean-Baptiste Ketchateng du Manidem. Professeur Nyaka Lagoké, vous qui êtes avec nous, vous êtes analyste politique déjà pour planter le décor. C'est vrai, ça fait plusieurs semaines déjà que l'on en parle de cette réécriture de la Constitution en République centrafricaine. Quel regard est-ce que vous portez sur l'avenir politique du pays après cette réécriture ou du moins pendant le processus? Bon, je vais juste essayer de situer rapidement le contexte des débats sur la Constitution en Afrique. Et comme on n'a pas suffisamment de temps, je ne vais pas aller plus loin. Ça a été une idée, je crois, qui a été empruntée aux Américains de vouloir mettre une certaine limitation au mandat présidentiel. Je ne suis pas pour un pouvoir viager. Je ne suis pas en train de dire qu'un chef d'État africain peut être au pouvoir pendant 30 ans, 40 ans. Du point de vue humain, voilà, c'est des choses qui ne sont pas conseillées. Mais je crois que c'est aux États-Unis, ici, quand il y a eu les 4 mandats présidentiels de Franklin Delano Roosevelt, le président américain qui a fait le New Deal et qui était là pendant la crise économique de 1929. Il est arrivé au pouvoir en 1932, et puis qui est resté au pouvoir jusqu'en 1945. Donc les gens avaient l'habitude de voir les présidents américains un mandat, 2 mandats partis, et donc les gens ont décidé ici de mettre une certaine limitation au mandat présidentiel. Après, naturellement, comme l'Amérique essaie d'exporter son modèle, donc des Africains, tout bêtement, ont tenté d'appliquer cela, alors qu'aux États-Unis, les membres du Congrès, ils ont un pouvoir viager. Je donnerai l'exemple de Robert Byrd. Robert Byrd, de l'État de la Virginie de l'Ouest, qui a été sénateur américain pendant 50 ans. Et pendant ce temps, on limite le mandat du président ici aux États-Unis. Donc, ceci dit, on arrive au cas de l'Afrique. Oui, on a eu affaire à des leaders comme Houphouët-Boigny, 33 ans, Kadhafi, 42 ans. Je ne sais pas combien de temps le président Biya au pouvoir. Je sais que c'est au moins 35 ans qu'il est au pouvoir. Donc, on estime qu'il faut mettre une certaine limitation. Et donc, aujourd'hui, quand le président Touadéra veut certainement faire une nouvelle constitution, l'esprit peut être noble, les intentions peuvent être nobles, mais les échos que nous recevons, c'est qu'il veut faire sauter le verrou de la limitation du mandat présidentiel en République centrafricaine. C'est un contexte de tension. Et quand on sait que l'Église catholique semble ne pas vouloir s'y associer et que les opposants le soupçonnent de vouloir s'éterniser au pouvoir, je pense que ça va être une situation qui pourrait amener un peu plus de tension dans le pays. Mais s'il s'y prend bien, s'il négocie et que la population, parce que c'est de ça qu'il s'agit, si le suffrage universel est transparent et que la population adoube le projet qui va être fait, et donc, je pense que les choses qui vont être insérées dans la Constitution si les choses vont au-delà de la limitation du mandat, et qu'il y ait une véritable séparation du pouvoir, qu'il y ait une inclusion de la population dans la gestion, qu'il y ait un système démocratique différent du modèle occidental. Si on voit tout cela, on pourrait se dire que peut-être qu'il fallait essayer de le faire. Voilà un peu ce que je vais dire par rapport à la question qui a été posée. Merci infiniment, professeur Nyaka Lagoké depuis Washington. Je rappelle que vous êtes le consultant de cette émission. Eh bien, vous parliez justement dans votre propos d'inclusivité. Et on pourrait peut-être dire que le chef de l'État en a fait preuve dans la constitution de son équipe, docteur Yamtimba. Vous étiez en République centrafricaine. Vous avez eu le temps, l'opportunité de palper justement la situation sur le terrain. Je rappelle d'ailleurs qu'au sein de ce comité, il y a plusieurs représentants de la société civile, du clan religieux, de l'opposition. Il y a également le parti majoritaire. Il y a plusieurs souches qui ont été touchées, notamment la minorité également. De ce côté-là, est-ce que vous avez l'impression que ça répond aux idées qui ont été reçues par le professeur Nyaka?
Ben écoutez, c'est surtout l'idée que, enfin, on va avoir une constitution qui n'est pas une série d'articles de loi, mais plutôt une vision politique. Parce que la constitution n'est pas un document juridique. C'est d'abord la synthèse d'une vision politique. Or, la vision politique d'un peuple, ce n'est pas la pensée d'un homme. C'est ce que le peuple attend. C'est ce que le peuple espère. C'est la manière dont le peuple se projette dans l'avenir. Sauf que pour mettre cela en musique, il faut bien que ce soit tout le peuple qui s'exprime. Et nous avons effectivement eu le sentiment, malgré la réticence de quelques bords, de quelques groupes, à participer au débat, on a le sentiment effectivement que ça intéressait toutes les couches de la population et toutes les catégories socio-professionnelles. D'ailleurs, quand on regarde la composition de ce comité, les gens viennent de partout. On est fort surpris aujourd'hui, et j'ai dû m'en expliquer ailleurs, mais c'était dans un cadre privé, où les gens me demandaient, mais qu'est-ce qu'un géologue fait dans un comité de rédaction d'une constitution? Parce que c'est le seul type qui comprend justement comment ce pays est riche. Vous demandez aux juristes, vous commencez à leur parler des minéraux d'or, de pétrole, de gaz, et puis de cassiterite ou de tantalo-corbalite, mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils y comprennent? Le géologue est assis là, parce qu'il va leur permettre de comprendre que la Constitution doit protéger ça. La Constitution doit protéger ça et que ça appartient à tout le peuple. Donc, or, si vous mettez simplement des gens qui vont rester sur des formes, donc qui vont vous dire ça doit être structuré comme ça, mais qui ne vont pas s'intéresser à ce que ces formes-là sont censées protéger et à ce que ces formes-là sont censées permettre au pays de devenir, eh bien, vous risquez de manquer totalement le coche. Et c'est pour ça que j'apprécie particulièrement la composition de ce comité qui allie à la fois des hommes politiques, des scientifiques de différentes disciplines, des personnes qui viennent du monde des affaires, du monde de la religion, et puis qui tiennent compte de la composition démographique du pays. Il y a quand même des minorités qui sont intéressantes, qui sont importantes, donc il faut en tenir compte, que tout le monde ait voix au chapitre. Et je crois que ce principe d'inclusion, ce principe et cette opportunité de consensus, parce que ça, c'est quelque chose dont on entend très souvent parler dans les espaces politiques, le consensus politique. Et là, nous avons donc une opportunité de consensus que j'espère les membres de ce comité vont saisir pour rédiger quelque chose qui soit l'expression des us et coutumes des Centrafricains, l'expression des attentes, des rêves, des idéaux des Centrafricains, et que finalement cela serve à créer l'État centrafricain par les Centrafricains. Parce qu'il faut bien se dire que les constitutions anciennes n'étaient ni inspirées, ni rédigées, ni validées, ni, si vous voulez, ni n'allaient dans le sens de la défense des intérêts des Centrafricains. Elle n'en tenait pas compte du tout. La dernière, celle de 2016 d'ailleurs, je crois qu'elle a été rédigée pratiquement sous la dictée de l'ambassadeur français. Or, l'ambassadeur de France en Centrafrique n'est pas un type qui comprend les Centrafricains. D'ailleurs, il s'en fout royalement, quel qu'il soit, depuis toujours. Mais c'est plutôt un type qui fait rédiger un document d'administration coloniale. Or, le Centrafrique a besoin d'une constitution, d'une vision politique, et j'espère que ça ne s'appellera plus Centrafrique et que ces gens-là vont prendre un nom qui a une consonance historique et anthropologique avec ce qu'ils sont, un peu comme le Burkina Faso l'a fait. Merci, Dr Yam. Alors, on va continuer avec le demi-cercle. Monsieur Matomba, vous êtes homme politique et vous aspirez à être un jour chef de l'État. On parle dans le discours du professeur Faustin Archange Touadéra de la tradition républicaine, de la souveraineté du peuple qui devrait être respectée et qui d'ailleurs est un peu ce qui motive cette réécriture de la Constitution. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que le professeur Faustin Archange Touadéra met carrément les pieds dans le plat et qu'il essaye définitivement de se séparer de la mentalité de l'histoire coloniale pour écrire sa propre histoire?
Ce qu'il faut dire, c'est que le professeur Faustin Archange Touadéra n'a pas de choix. Il n'a pas de choix que de suivre la volonté populaire parce qu'il est l'incarnation de la volonté populaire. S'il est président de la République aujourd'hui, c'est parce que le peuple lui a donné mandat pour être président de la République. Alors, si le peuple a besoin d'une nouvelle constitution, il va de bon ton qu'il suive, n'est-ce pas, la volonté populaire. Je vais peut-être revenir sur l'intervention du professeur Nyaka tout à l'heure lorsqu'il a parlé des échos qui reviennent. Oui. Je voudrais faire remarquer ici au professeur que les échos, pour la plupart, viennent, n'est-ce pas, des mêmes sources. C'est-à-dire ceux-là qui pensent que l'Afrique encore est, ou alors la Centrafrique, ou le Centrafrique, ou les différents pays africains sont des pays qui doivent suivre une règle déjà établie. Une règle déjà préétablie. C'est-à-dire que quand on veut changer, on se lance dans une modification constitutionnelle ou alors une réécriture, parce que modification, c'est peu dire, dans une réécriture de la Constitution, ce sont les mêmes qui vont vous dire non, c'est parce qu'on veut lever le verrou du mandat, non, c'est parce qu'il veut se représenter, non, c'est parce qu'il veut rester président. Mais c'est les mêmes médias qui font ce travail. Les mêmes médias. Vous allez voir que la plupart des médias occidentaux, rares, alors il n'existe presque pas un seul média qui est d'accord avec la réécriture. Les médias n'ont pas à être d'accord, ils ont à relayer l'information, ils n'ont pas à donner leur opinion, ce n'est pas leur travail. Ils ont tout simplement à relayer et à éduquer les populations. Mais vous allez voir que de ces médias, ce qui ressort, c'est que non, il y a ceci qui ne va pas, les populations ne sont pas d'accord. Madame, votre média a fait une mission en République centrafricaine. Oui. Pour avoir été témoin, je peux vous rassurer que toutes les couches ont été invitées sur vos différents plateaux. Et sur ces différents plateaux, certains membres de l'opposition ont tout simplement dit qu'ils ne pouvaient pas venir débattre, qu'ils ne pouvaient pas passer débattre. Pour quelle raison? Est-ce qu'il fallait d'abord prendre des consignes ailleurs avant de venir sur des plateaux? Non, je pense qu'à un moment donné, il faudra qu'on se mettre dans une posture d'une véritable indépendance. Et ce n'est pas les médias qui vont dicter une loi ou alors une conduite à tenir à un État quand il répond, ou alors à un chef de l'État quand il répond à une volonté populaire. Madame, je vais revenir sur, vous avez parlé de l'Église catholique, je pense que c'est le professeur Nyaka qui parlait de l'Église catholique, la position de l'Église catholique. Mais, professeur, rappelez-vous comment l'Afrique a connu, comment l'Église est entrée en Afrique. L'Église, c'est un moyen politique. C'est-à-dire que la position aujourd'hui de certains hommes de Dieu ne devrait pas surprendre, de l'Église catholique en particulier, ne devrait pas surprendre. Quand on sait que aujourd'hui, quand on lit même la position de cette Église, en fait, c'est pas une position, comment je dirais, qui va dans le sens d'un véritable problème qui est posé sur la table. Non, c'est une position politique. Sa position est purement politique. Et donc, on sait qui utilise l'Église, n'est-ce pas, et pour quelle fin. Donc, il est important de dire aujourd'hui, quand on veut parler des échos, il ne faut pas qu'on cite ces derniers, parce que ces derniers, vraiment, ce sont tout simplement des serviteurs, ou alors des courroies par lesquelles les manipulateurs, ou alors ceux-là qui ne veulent pas que le Centrafrique évolue aujourd'hui, passent pour, n'est-ce pas, empêcher l'évolution du Centrafrique. La Centrafrique ne parle pas de modification constitutionnelle. Attention. Parce que là encore, c'est quelque chose qu'il faut surtout mettre en accent. La Centrafrique parle de réécriture de la Constitution. D'écriture même de la nouvelle Constitution. Réécriture de la Constitution. Vous voyez, on dit on veut réécrire le texte fondamental. Pourquoi je m'exclus? Pourquoi je m'exclus de ces réécritures? Pourquoi est-ce qu'un citoyen normal se met dans une position d'exclusion quand il faut réécrire? Si on avait dit que allons modifier un ou deux articles, là encore, on se poserait des questions. Mais là, on dit, réécrivons notre histoire, réécrivons la loi fondamentale qui va nous permettre, n'est-ce pas, d'avancer véritablement. Vous dites non.
pour certains. Mais je vais vous dire, ceux qui disent non, alors ils sont très minoritaires. Alors, très, très minoritaires. Je ne dis pas qu'on ne doit pas tenir compte de leurs objections. Il faut bien tenir compte de leurs doléances et bien d'autres choses. Mais il faut avancer. Il faut que le pays avance et que les Africains cessent d'être, n'est-ce pas, aux autres. Être manipulés pour des causes n'est-ce pas, des autres puissances. Merci, Monsieur Matomba. Alors, Monsieur Ketchiateng, peut-être que la question que je vous poserai aura une toute autre coloration. En République centrafricaine, le peuple demande la réécriture de la Constitution. En République centrafricaine, le peuple s'adresse au président de la République et demande à être écouté, à voir les choses changer. Au Cameroun, un groupuscule de partis politiques demande la réécriture de la Constitution. Qu'est-ce qui fait la différence? Je ne sais pas, ici, s'il y a cette question-là, parce que j'ai eu l'impression que c'est déjà passé comme question, celle de la modification de la Constitution. C'était 2008. Ou alors, oui. Non. Bon, je ne sais pas, parce que n'ayant pas le groupe dont vous parlez, nous n'ayons pas nommé. Qu'est-ce qui pourrait en tout cas faire la différence entre le Cameroun et la République centrafricaine? Pourquoi le peuple, lui, ne voudrait pas réécrire sa propre histoire et l'opposition Si, moi je pense que les Centrafricains, c'est des compatriotes. Hein. Les Tchadiens, les Congolais, tout ça, c'est les mêmes gens. On est entre nous ici. Pour moi, le Centrafrique, c'est pas un pays étranger. Quand je sors dans la rue, là, bon, vous prenez la rue, je crois que c'est une rue après, là, vous allez tout au grand carrefour de l'école publique et de l'hôpital, là, vous trouvez des Centrafricains qui font des petits commerces. Et quand vous les voyez en route, ils ont l'air différents. Ils n'ont pas l'air d'étrangers, ils sont là avec nous, ils font parfois les mêmes bêtises que nous, bon, ils ont les mêmes aspirations. Non, de ce point de vue-là, je ne trouve pas qu'il y ait... Le débat qu'il y a à Bangui, c'est à peu près la même chose qu'il y a ici, chez nous. Quel est le chemin qu'il faut emprunter? Est-ce qu'il faut maintenir le lien colonial? C'est ça le débat central de la vie politique en Afrique, dans même pays d'Afrique noire, et notamment ici chez nous, dans ce qu'on appelle la CEMAC. Il y a des gens qui vont vous dire, ouais, Touadéra veut se maintenir au pouvoir, et puis quoi? Il y a des gens ici qui vous disent, Biya veut se maintenir au pouvoir, il veut mettre son fils au pouvoir, il veut mettre son neveu au pouvoir. Ça ne change rien. L'essentiel de la discussion politique doit revenir au fondement du problème. Le problème du lien colonial que nos pays vivent ou maintiennent malgré le contenu. Bon, je ne veux pas dire continuer d'entretenir, parce que ce n'est pas la volonté du pays. C'est la volonté de certains groupes dans le pays. Or, quand on voit effectivement les débats en République centrafricaine, là, c'est les gens qui vous disent, ah ouais, Touadéra veut se maintenir au pouvoir. La question est de savoir, il veut se maintenir au pouvoir pour faire quoi? Il veut réécrire la Constitution dans quel sens? Parce que là-bas aussi, comme ici, la question est la même. Est-ce qu'on va utiliser les ressources du pays dans le sens de l'intérêt des gens du pays? Telle est la question. Est-ce qu'on va continuer à avoir un système où l'écrasante majorité des gens vit dans la pauvreté et une infime couche de la population bénéficie des richesses du pays, qui pour l'essentiel profite à l'extérieur? C'est ça la vraie question. Parce que quand on discute chez nous là, des mandats, de l'origine des présidents, dans les constitutions que nous devons avoir, le plus important, ça doit être quel type de république nous voulons. Est-ce que nous voulons des républiques sociales africaines, où les gens vivent comme nos ancêtres vivaient, en communauté, et où l'intérêt général prime sur tous les intérêts particuliers, quels qu'ils soient, de quel groupe qu'ils représentent, ou de quelque individu qui l'émane? C'est ça la question essentielle qui doit diriger le débat politique chez nous. Malheureusement, on entend toujours des gens dire, ouais, il a déjà fait 2 mandats. Oui, c'est important. En Chine, permettez-moi de donner cet exemple-là. Oui. En Chine, il y a un parti qui est central. C'est le Parti communiste. Et quand vous voyez sa manière de diriger les choses, vous voyez bien que l'objectif de ces gens-là, c'était d'abord de se réapproprier leur pays. Ils se sont réappropriés le pays à 90% peut-être. Parce qu'il y a encore quelques zones là, comme Taïwan, qui ne sont pas encore rentrées
totalement, parce qu'il y a une certaine influence de la Chine centrale sur Taïwan, dans le giron chinois. C'était d'abord ça leur objectif. Ensuite, d'enrichir les gens pour que leur pays devienne un pays développé, où les gens mangent à leur faim, où les technologies sont maîtrisées, et de replacer la Chine au centre du monde. Je crois que c'est leur dernière bataille. Vous pensez que les Chinois aussi peuvent créer 300 partis politiques comme les Camerounais et les Centrafricains? Ils peuvent parfaitement le faire. Mais ils ont compris que c'est une opération totalement inutile. Il ne peut pas y avoir dans le débat politique 300 idées différentes qui s'affrontent. Ça n'a pas de sens. C'est pas pour dire qu'il n'y a pas des idées contraires chez eux. J'ai appris en écoutant, en lisant quelques extraits d'un livre qu'un ancien ambassadeur du Cameroun a écrit, un livre de souvenirs. Pendant 20 ans, il a été ambassadeur en Chine. C'est là où j'ai découvert que tous les anciens partis chinois, puisque la Chine c'est un vieux pays, avec des grandes familles, des gens qui étaient déjà experts dans des domaines particuliers, qui étaient puissants, qui étaient des coteries vraiment puissantes dans le pays. Quand les communistes sont arrivés au pouvoir, à un moment donné, ils ont quand même maintenu des liens avec ces groupes politiques-là, en les introduisant dans les assemblées du peuple. Donc dans le Parlement, il y a des places réservées à certaines catégories de population. Mais il est hors de question que ces gens-là prennent la parole pour dire oui, ici, là, ça fait longtemps que le Parti communiste est au pouvoir. Nous, on nous distrait avec des histoires comme ça. De longévité. Pas pour dire que les 40 ans de bien au pouvoir nous ont été utiles. Non, mais ce n'est pas ça le problème central. Les 40 ans de bien découlent d'un problème central. Si vous voulez changer les présidents tous les 4 ans ou tous les 10 ans, ça c'est le décor. Mais pour ça, il faut résoudre un problème plus important qui est celui du néocolonialisme. D'accord. Eh bien, professeur Nyaka, peut-être qu'avec vous, on essaiera de comprendre les différents impacts qu'on pourrait avoir sur la politique centrafricaine, justement, pendant et après la réécriture de cette constitution, ou alors l'écriture de la nouvelle constitution en République centrafricaine. Ok, merci beaucoup. J'ai écouté les amis, très, très belles interventions. Je voulais juste préciser une ou deux choses. D'abord, je suis d'accord pour le principe de cette constitution, parce que en tant que souverainiste et panafricaniste, s'il y a un leader africain qui veut prendre l'initiative de la rédaction d'une constitution qui prenne en compte les aspirations du peuple centrafricain aujourd'hui et qui projette le peuple centrafricain dans le futur, pour citer un peu l'expression de l'économiste, par rapport à l'expression d'une vision, on est d'accord avec cela. Ça, c'est le premier principe. La deuxième chose, c'est que quand j'ai parlé des échos, donc l'ami qui est dans le studio a insinué que ce que j'avais entendu, c'était les éléments qui venaient de la propagande occidentale. Bon, c'est vrai qu'ils font leur propagande, mais bon, pour le travail que je fais, bon, je parle un peu avec tout le monde, je lis différentes sources. Donc, avant même que Touadéra ne mette sur pied ce comité, du fait, par rapport à ce que je fais, je ne suis pas le seul. L'économie, c'est bien d'autres avaient été en Centrafrique. Donc, voilà, j'avais su qu'un comité allait être mis sur pied pour la rédaction d'une constitution et qu'un des éléments essentiels, c'était que Touadéra voulait rester encore au pouvoir. Et donc, on s'inquiétait déjà. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas, je ne me nourris pas des sources occidentales. C'est ce que je voulais préciser. C'est la deuxième des choses. La troisième des choses, on est d'accord. Quand je parlais tout à l'heure à la question que vous avez posée, j'avais dit déjà, en faisant le parallèle entre la volonté de limitation du mandat présidentiel aux États-Unis et ceux qui ont fait cela aux États-Unis, mais qui restaient au Sénat pendant 50 ans. Et j'avais employé l'adverbe, ce qui n'est pas de mes habitudes, que les Africains copiaient bêtement. C'est pour dire que dans tout ce que nous faisons, nous devons faire un effort d'originalité. Et en faisant quelques propositions, en parlant d'inclusion, j'avais suggéré que peut-être que dans ce qui va se passer en Centrafrique, qu'on voit des diverses couches de la population centrafricaine associées au projet de gestion en Centrafrique. Donc, quand, en fait, c'est Yamp, son nom, quand il a parlé du géologue dans le comité, ça m'a fait sourire, j'ai aimé
surtout parce que en Afrique, quand les gens écrivent les constitutions, ce qui les intéresse, c'est comment est-ce qu'on va organiser les élections pour que demain quelqu'un arrive au pouvoir. Les gens n'arrivent pas à parler, à poser des problèmes fondamentaux. Ce sont les problèmes de la souveraineté économique de l'Afrique. Et donc, naturellement, un chef d'État, un leader peut prendre la décision de brader les terres ou des mines d'or ou des mines de diamants en Afrique. Or, si les choses de ce genre peuvent être protégées dans la Constitution, ce serait déjà une bonne chose. Mais je rappelle, en passant, qu'en Haïti, les Haïtiens ont essayé de le faire au XXe siècle, au 19e, au 20e siècle, et que les États-Unis avaient décidé d'aller occuper Haïti et d'aller déstabiliser Haïti parce que les gens ne voulaient pas que la constitution qui allait être mise sur pied par les Haïtiens protège le patrimoine économique d'Haïti parce que l'Amérique et les hommes d'affaires américains voulaient s'en procurer comme ils le souhaitaient. Donc, pour ce qui se présente ici en Centrafrique, bon, on sait qu'il y a des gens qui font l'agenda des Occidentaux, les Bozizé et consorts, et bien d'autres. Et on sait que la France est aux aguets et que ceux qui hier ont accepté que des gens restent au pouvoir avec leur soutien voudraient tout faire pour présenter Touadéra comme quelqu'un qui est assoiffé de pouvoir, qui veut rester au pouvoir de façon indéterminée. Donc on est d'accord avec ce genre de choses, avec le fait qu'ils vont essayer d'agir de cette façon. Mais pour moi, je voulais mettre l'accent là-dessus. Touadéra nous a démontré qu'il est un homme nationaliste. Touadéra a démontré qu'il voulait défendre les intérêts vitaux de la République centrafricaine. Mais quand on sait un peu d'où nous venons, on peut poser des problèmes. Pas parce qu'on veut se faire l'écho des échos qui émanent des Occidentaux, mais parce qu'on veut poser des problèmes fondamentaux pour ne pas répéter les erreurs qui ont été faites par le passé. Donc, le futur de la République centrafricaine, Touadéra peut en être l'inspirateur, mais tout ne doit pas se faire autour de la personne de Touadéra. Je le dis aujourd'hui et je le dirai demain quand les gens vont faire le projet de constitution. Parce que l'erreur que nous faisons en tant qu'Africains, c'est que parfois on fait des choses par rapport à des individus. On n'arrive pas à se projeter comme système de telle sorte que on arrive à éviter les différents pièges des Occidentaux. Donc c'est ce que je voulais dire et je souhaite véritablement que l'idée de consensus démocratique soit au cœur de la Constitution et que la question de la souveraineté, je n'ai pas de doute à ce niveau, soit bien positionnée au cœur de cette Constitution et que la préservation des ressources de la République centrafricaine soit au cœur de la Constitution. Et là, je vais ajouter, et cela veut dire que les autorités en République centrafricaine, que ce soit sous Touadéra ou que ceux qui vont venir demain, eux là, ils ne soient pas ceux qui vont exploiter les ressources de la République centrafricaine au détriment des besoins des populations. Donc voilà aussi autant d'éléments qu'il faut faire. Le débat, ce n'est pas toujours entre Africains et Occidentaux. Parfois, c'est comment est-ce que nous-mêmes nous gérons les choses. Voilà ce que je voulais dire pour ne pas aller plus loin. Merci. Merci infiniment, professeur Nyaka Lagoké. Peut-être un dernier tour de table et on démarre avec vous, docteur Yam Timba. On a terminé sur ce sujet, mais également dans cette émission. Eh bien, le professeur Nyaka a parlé tout à l'heure de plusieurs. Sa réaction de tout à l'heure, c'était un ramassis de plusieurs de vos interventions. Mais aujourd'hui, pour clôturer, on parle de la République centrafricaine comme d'un pays aujourd'hui qui voudrait, comme je l'ai dit peut-être tout à l'heure, écrire sa propre histoire. Est-ce qu'aujourd'hui, réellement, il sort son épingle du jeu, le pays centrafricain? Écoutez, c'est ce que feront les Centrafricains qui leur permettront de s'en sortir. Oui. Ce qui se passe depuis le début de cette année est révélateur, pour ceux qui font particulièrement attention, des options et de la détermination du leadership actuel à atteindre certains objectifs et à effectivement restaurer une certaine idée de la Centrafrique et surtout un certain cadre politique qui doit être construit pour le Centrafrique. J'ai grand espoir que ça ne s'appellera plus Centrafrique. Ça ressemble à une adresse de livraison de pizza. J'ai grand espoir qu'il prendra un nom
qui résonne, qui fait écho à leur histoire. Et j'espère vivement que l'anthropologue et l'historien qui sont dans cette commission le leur rappelleront à tous et diront à tout le monde à quel point s'appelait le centre de l'Afrique un peu bizarre. Il est évident que, et c'est peut-être ce que j'apprécie et que j'observe, mais que je suis avec beaucoup d'attention dans ce processus, c'est comment un leadership à un moment donné organise la vie politique pour être sûr que le futur sera différent. Oui. Beaucoup de gens disent qu'il y aura peut-être un troisième mandat qui sera dedans. Non, la Constitution qui va sortir de là pourrait très bien dire que le passé est révolu et qu'on crée un nouvel État et qu'on remet les pendules à zéro. Oui, à zéro. C'est-à-dire on dit, ok, nous créons, on peut le dire, article 1er, il est créé l'État, je dis n'importe quoi, de Sango. L'État de Sango correspond à tel territoire, telle population, etc. Et cet État est donc né là, par cet acte qui dit il est créé l'État de Sango. À partir de là, eh bien, on va donc, cette constitution va appeler tous ceux qui veulent diriger l'État de Sango, eh bien, de se prononcer, de concourir pour en prendre la direction. Donc la question même du mandat, j'aime rappeler quand même aux gens que c'est très embêtant pour les pays qui ont un débat biaisé, comme le Cameroun. Le débat politique est incroyablement biaisé, parce que les gens vous diront, oui, mais le président a 40 ans au pouvoir. La question de fond n'est pas qu'il ait 40 ans. La question de fond, qu'est-ce qu'il en a fait? Parce que ce qu'on attend d'un président, qu'est-ce que c'est? Ce qu'on attend d'un président, c'est d'abord s'assurer, contrairement à ce que les gens croient, les élections sont une question secondaire. Ce qui est prioritaire en matière politique, c'est la satisfaction des besoins des gens. Se nourrir, se loger, se vêtir, se soigner, s'éduquer, c'est d'abord ça. Les élections viennent après. Parce que les élections, c'est la partie où on commence à se répartir les tâches. Mais ce qui nous préoccupe au premier degré, au préalable et avant toute chose, c'est comment satisfaire nos besoins. Donc, est-ce que la constitution que le Centrafrique est en train de rédiger va permettre de créer un cadre qui assure à ce pays, qui assure à ses compatriotes la satisfaction de leurs besoins et leur permettre surtout de disposer d'un environnement qui sera tel que cette satisfaction des besoins soit durable. Et leur président avait dit qu'il veut créer un miracle économique pour le Centrafrique, mais également pour l'Afrique. C'est ce que nous allons voir et espérons vivement qu'ils y parviendront. Mais j'ai quand même du mal à croire que plus de 50 Centrafricains assis, ils n'en sortent pas quelque chose d'extrêmement intéressant. C'est tout ce qu'on attend d'eux. Monsieur Matamba, on va peut-être clôturer avec vous. Nous n'avons plus assez de temps. Eh bien, dans plusieurs interventions et dans plusieurs questionnements, notamment des pensées, reviennent comment échapper à la personnification. Parce qu'en Afrique, on sait que parfois ce sont des choses qui arrivent. On s'accroche à un président parce qu'on estime que c'est lui qui apporte la paix, c'est lui qui permet à l'économie aujourd'hui d'être rehaussée, c'est lui qui assure et rassure le peuple. Comment échapper à la personnification dans le cadre de la République centrafricaine? Après le professeur Touadéra, il n'y aura pas toujours le professeur Touadéra. Non, pour échapper à la personnification, il faut une éducation. Tout simplement, vous n'allez pas utiliser d'autres schémas. Mais il faut dire que c'est un élément de langage qui est employé pour soit dénigrer un peuple ou encore mettre en doute la capacité légitime d'un peuple à prendre ses propres décisions. Parce que si dans le contexte d'une réécriture d'une constitution, on vient vous parler de personnification, ça veut dire qu'on veut déplacer le débat. En réalité, on veut vous démontrer qu'en fait, le problème de la réécriture, ce ne sont pas les questions de fond qui sont regardées, mais c'est un problème de personne. Et on veut déplacer le débat pour le renvoyer sur la personne du président Touadéra. Et c'est à ce niveau que nous ne devons pas être complices ou alors suivre ce type, ou alors utiliser même ces éléments de langage-là. Parce qu'en réalité, ici encore, je le dis, on ne parle pas de modification, on parle de réécriture ou alors écriture d'une constitution, c'est-à-dire la formation d'un véritable État. On ne parle pas d'un pouvoir de M. Touadéra. On parle de la réécriture
d'une constitution pour la formation d'un nouvel État. Donc là, on ne peut pas personnifier. Ce serait dommage qu'on suive, n'est-ce pas, cet élément de langage et qu'on l'utilise même ou qu'on s'appuie même sur cela pour dire que voilà, il y a une sorte de personnification du pouvoir en République centrafricaine. Non, il faut plutôt encourager. Encore que ce n'est pas ce que j'ai sous-entendu. Il faut encourager le peuple centrafricain qui a fait son choix de vouloir se doter d'une nouvelle constitution qui lui permettra, n'est-ce pas, de non seulement d'avoir une véritable indépendance, mais de se construire véritablement. Merci infiniment à vous. Peut-être un dernier mot, Monsieur Ketia Teng, avant que nous puissions sortir justement. On va essayer de découler sur la question qui a été posée au premier secrétaire Matomba. On parlait justement de personnification, mais peut-être pas dans le sens où on met en avant un président de la République, mais on tente peut-être de s'interroger, est-ce qu'il y aura cet héritage qui sera donné aux hommes politiques par après? Forcément, il y a toujours un héritage. La question sera de quel sera le contenu. Donc, c'est normal que ceux qui s'opposent à M. Touadéra personnifient le débat, disent c'est à cause de lui, il faudrait qu'il parte, etc. Mais une fois encore, disons-le à ceux qui nous regardent, la constitution d'un pays ou le pouvoir dans un pays, ce n'est jamais un nom. C'est toujours un groupe d'intérêts contre d'autres intérêts. Il faut que les Africains, qu'on se le dise clairement. Il n'y a pas une constitution dans le monde qui soit une constitution consensuelle. Même si on appelle tout le monde pour discuter, à la fin, il y a toujours un point de vue qui domine. Et il faut espérer, il faut se battre pour que le point de vue qui dominera lors de cette conférence constitutionnelle en RCA soit le point de vue de l'unité, de faire un même pays avec le Cameroun, de dire notre destin est associé à celui du Tchad, il est associé à celui du Cameroun, il est associé à celui du Gabon, et que nous proclamons ici et maintenant que le Centrafrique est libéré du néocolonialisme qui prend la voie de la révolution africaine socialiste. C'est tout. Il y a pas, on ne doit pas chercher midi à 14h. C'est ça le problème qui se pose. Et si la conférence constitutionnelle dit les richesses qui sont là dans le pays, si on a coupé un arbre, on doit en planter deux, et que quand on a coupé un arbre, il doit sortir du pays sous forme transformée, qu'on soit peut-être à la 4e transformation. Moi, ça m'arrange. Donc, maintenant, ceux qui veulent être présidents, ils n'ont qu'à se battre pour que ce soit cela qu'il y a dans la Constitution. Si après, c'est eux qui sont présents, ça ne dérange pas plus. Que si ce n'est pas toi, ça ne dérange pas plus. Donc, l'héritage doit être celui-là de la transformation de la société, de manière à ce que notre environnement nous soit profitable et qu'il soit pacifié. Parce que c'est guerre-là qu'on dit ensemble. Comment un pays peut être aussi riche et les gens sont si pauvres? Comment un pays peut être aussi vaste, donner tant de potentialités? Tout ce que les gens trouvent à faire, c'est d'acheter des Kalachnikov et tirer sur leurs compatriotes sous prétexte qu'ils doivent être présidents à Bangui. Non, il faut ramener la balle au centre du jeu pour que la Constitution soit le contrat social meilleur pour le centrafricain lambda. Et que ce soit la règle dominante partout, que ce soit un exemple qui va essaimer, prospérer et je vais utiliser le terme, se métastaser, c'est-à-dire qu'à la manière d'un contre-cancer qui serait contre le cancer de la colonisation. D'accord, merci infiniment. Et nous remercions d'ailleurs tout le panel qui a participé à cette émission, notamment le docteur Yam Timba, économiste et panafricaniste, le premier secrétaire du PURS, sans oublier monsieur Jean-Baptiste Ketia Teng du Manidem, le professeur Nyaka Lagoke, analyste politique depuis Washington. On a parlé de la République centrafricaine où s'écrit aujourd'hui l'histoire, la nouvelle histoire du pays, et ce pour 3 mois. Donc dans 3 mois, rendez-vous pour éplucher et surtout décrypter cette nouvelle constitution. Au Cameroun, on parlait d'une non-commémoration réelle d'un héros national et surtout de l'héritage politique qu'il aurait pu laisser au Cameroun, mais surtout aux partis politiques de l'opposition. Eh bien, Politoscope de ce 17 septembre, c'est terminé. Rendez-vous la semaine prochaine. Merci de rester sur For You Télévision. À 17h, heure du Cameroun, ce sera l'international, une présentation de Sike Doumbé et Bachir Ladan.